On retrouve le corps d'une jeune fille dans la neige au bord d'une autoroute. Cette adolescente aurait pu être l'enfant de n'importe qui. Elle a subi des tortures qu'aucun être humain ne devrait jamais connaître au cours de sa vie. Puis finalement, elle s'est retrouvée dans une petite ville de Pennsylvanie où personne ne la connaissait. Si seulement elle avait été encore en vie, elle aurait vu à quel point des gens tenaient assez à elle pour veiller à ce qu'on lui rende justice. Le 24 mars 1993, à Bellefonte en Pennsylvanie, une tempête de neige tardive repoussa l'arrivée du printemps. Un automobiliste se rendait au travail sur une route bordée de neige. Quelque chose au bord de la route capta son attention. Il fit une découverte macabre, le genre de découverte plutôt rare dans cette région paisible. On dépêcha immédiatement des agents de la police d'État sur les lieux. Le corps d'une jeune femme avait été abandonné dans la neige près du croisement de deux autoroutes. Le coroner du comté détermina que la jeune fille était déjà morte lorsqu'on avait abandonné son corps. Elle ne portait qu'un chandail, un slip et des chaussettes. Elle était adolescente, de l'âge d'une jeune fille du secondaire ou du collège. Mais ce qu'il y avait de plus troublant, c'est qu'elle avait une corde enroulée autour du cou. On lui avait également ligoté les mains. Le procureur Ray Ricard se trouvait sur la scène du crime. La nouvelle de cette découverte l'avait atterré. Ce qui m'a frappé, c'est que non seulement un individu avait assassiné cette jeune femme, mais qu'en plus il avait traité son corps avec un réel manque de respect. Il gisait tout de travers sur le tas de neige, comme s'il avait été jeté là par hasard. Un peu comme on aurait fait avec un sac de détritus le long de la route. Un spectacle comme ça, cela nous met très en colère. On recueillit le corps en vue d'une autopsie. Bientôt, la nouvelle du meurtre se propagea dans la population de 7000 habitants de Bellefonte. C'était le premier homicide en 13 ans. Comme le procureur Ray Ricard, la population était révoltée et en état de choc. L'agent du FBI, Randy Koik, vivait lui aussi à Bellefonte. Il se préoccupa de cette affaire bien avant que le FBI ne s'implique dans l'enquête. On appelle ce secteur la vallée du bonheur. C'est l'endroit idéal pour élever des enfants. Cela fait 12 ans que je vis ici. Ce genre de crime n'arrive jamais. Le fait qu'on y ait jeté le corps de cette jeune fille a profondément troublé les gens de la région. Ils craignaient aussi que le meurtrier ne se trouve parmi eux. Les détectives se mirent à la recherche d'indices pour identifier la victime. Ils ne trouvèrent ni sac à main ni porte-monnaie. Il n'y avait presque rien. Je me rappelle avoir dit au détective Madden ce matin-là qu'il serait très chanceux s'il finissait par identifier la jeune fille. Et encore bien davantage s'il pouvait retrouver le meurtrier. Le détective Madden de la police d'État de Pennsylvanie dirigeait cette enquête. Il y avait comme un creux dans la neige d'environ 15 cm à l'endroit où le corps avait été abandonné.
Il semblait avoir été jeté d'un camion sur l'accotement enneigé. Madden en déduisit que le véhicule était un camion dont la cabine était assez élevée du sol. Les traces de pneus qu'il remarqua ensuite confirmèrent son hypothèse. Elles étaient doubles et avaient sans doute été laissées par les roues arrière d'un semi-remorque. Un technicien effectua des moulages de l'empreinte de pneus qu'il envoya ensuite au laboratoire judiciaire de la police de Pennsylvanie. Les experts tenteraient ensuite d'identifier la marque des pneus et de trouver des caractéristiques uniques. Si la police trouvait un suspect et que les pneus de son véhicule correspondaient aux marques, on pourrait ainsi établir un lien entre lui et la scène du crime. Les agents se dispersèrent pour trouver d'autres indices. Ils ratissèrent les champs qui se trouvaient à proximité, ainsi que le terrain de l'Université de Pennsylvanie. Malheureusement, leurs recherches furent vaines. Le corps de la jeune fille fut envoyé à l'hôpital Lehigh à Bethléem, où le coroner Mahalakis l'autopsia sous la supervision du détective Madden. Le médecin légiste établit qu'il s'agissait d'une mort par strangulation. Il n'y avait aucune blessure de projectile, ni de plaie produite par des armes blanches. La température intérieure du corps de la victime lui permit de conclure qu'elle était morte moins de 12 heures avant sa découverte. Elle était donc vraisemblablement décédée depuis un moment lorsqu'on l'avait abandonnée au bord de la route. On constata également qu'elle avait eu une relation sexuelle avant de mourir. À ce moment-là, nous ignorions si elle avait été violée ou pas. Toutefois, en nous basant sur les circonstances entourant sa mort, nous étions enclins à croire qu'elle l'avait été. Avec précaution, Mahalakis retira la corde autour du cou de la jeune femme. Sous le nœud, il trouva un cheveu noir qui ne provenait pas de la victime puisqu'elle était blonde. Peut-être provenait-il du meurtrier. On envoya le cheveu et la corde au laboratoire judiciaire du FBI à Washington pour analyse. Le type de nœud pouvait fournir des informations importantes. Il permettrait peut-être au FBI de dresser un profil du meurtrier. L'indice le plus prometteur se trouvait cependant dans la main gauche de la victime. Il semblait y avoir quelque chose d'écrit à l'intérieur de sa main. Il y avait des chiffres à moitié effacés sur la paume de sa main gauche. Ils avaient été écrits avec de l'encre et semblaient être là depuis un bon bout de temps, car ils étaient pâles et à peine lisibles. Bill et moi-même croyons qu'ils nous aideraient peut-être à découvrir l'identité de la jeune fille. L'écriture était indéchiffrable. Cela ressemblait cependant à des chiffres. L'agent Cohick demanda à des experts du laboratoire du FBI d'améliorer la définition de l'écriture. Nous avons cru qu'on pourrait peut-être rendre les chiffres plus nets au laboratoire du FBI à Washington. Nous avons donc prélevé la peau de la main gauche et nous l'avons envoyée au laboratoire judiciaire du FBI. On prit les empreintes digitales de la victime afin de les comparer à celles des personnes disparues. Mais les recherches ne donnèrent rien de concluant. Nous avons inséré ces empreintes dans le système EFIS, qui est, en fait, le système national d'empreintes digitales. Mais les résultats étaient négatifs. Nous avons également effectué des vérifications à l'aide des caractéristiques physiques de la victime, mais nous n'avons pas eu plus de chance. La victime ne correspondait à aucune des personnes disparues. Par la suite, un dentiste prit des radios de la dentition de la jeune fille. Ces radios pouvaient s'avérer cruciales pour l'identifier. Dès qu'on disposerait d'un nom, on pourrait comparer les radios à celles de son dossier dentaire et vérifier s'il s'agissait bien d'elle. Mais d'abord, on devait tenter de la faire identifier par quelqu'un qui l'avait connue de son vivant. Lui rendre son apparence d'origine risquait d'être difficile après l'autopsie. Il fallait d'abord fermer les incisions pratiquées lors des radiographies et cacher les contusions. Cela demanderait plusieurs heures de travail. Pour lui redonner son apparence normale, on fit appel à un embaumeur qualifié, Stephen Mondock.
En recevant son corps, nous avons constaté qu'elle avait traversé une rude épreuve. Il fallait d'abord la maquiller et la coiffer. Nous l'avons vêtue de façon à lui rendre son apparence originale. Ensuite, nous avons pris des photos qui ont été publiées dans les journaux. Grâce à ces photos, on avait une meilleure idée de ce que la victime avait l'air de son vivant. Mais Mondock lui donna plus qu'un visage. Il lui donna aussi un nom. Quand le coroner nous l'a emmené, il nous a dit qu'il avait une gène Untel. Je dis, Kerry, je n'aime pas appeler les victimes Untel. Je trouve ça terriblement impersonnel. Il m'a demandé comment je comptais l'appeler. J'ai alors vérifié si nous l'avions bien trouvé dans la région de Spring Township. Kerry m'a dit que oui. Je me suis aussi rappelé que c'était l'aube au moment de sa découverte. J'ai donc décidé de l'appeler Springdown. Le travail acharné de Mondock fournit aux détectives un point de départ. Ils montrèrent la photo de la jeune femme à des dizaines de camionneurs dans des restoroutes, des relais et des stations d'essence. Son jeune visage semblait familier à de nombreux camionneurs. Malheureusement, les policiers n'obtinrent pas de piste. Des avis publiés dans les journaux locaux et des feuilles distribuées parmi la population fournirent également des pistes, mais chacune d'elles se terminait dans une impasse. Vers la fin avril, soit environ un mois après la découverte du corps d'une jeune femme en Pennsylvanie, le laboratoire judiciaire du FBI se mit en contact avec le détective Madden. Les experts qui avaient analysé l'écriture sur la paume de sa main gauche croyaient que les chiffres étaient en fait un numéro de téléphone de Floride. Madden découvrit par la suite que cette ligne de téléphone avait été débranchée. Il se demanda alors si les experts n'avaient pas fait erreur dans leur lecture du code régional. Ça ne semblait pas être une piste prometteuse. La victime avait le teint pâle. Elle semblait plutôt provenir d'une région tempérée, c'est-à-dire un secteur semblable à celui où nous habitons. Mais quel secteur? C'était la question que nous nous posions. Madden était porté à croire qu'elle venait du nord ou de l'ouest de la Pennsylvanie, sans doute dans un rayon de 12 heures de route de l'endroit où son corps avait été trouvé. Le détective s'aperçut alors qu'il y avait non pas un numéro de téléphone dans la main de la jeune fille, mais bien deux. Il nota ensuite toutes les villes se trouvant dans un rayon de 12 heures, dont les premiers chiffres correspondaient à ceux qu'elle avait notés dans le creux de sa main. Madden et Coic envoyèrent ensuite les séries de chiffres, les photos et la description de la jeune femme aux services de police de ces secteurs et des États dont il faisait partie. Le printemps arriva à Bellefonte et la jeune fille demeura présente dans les pensées des citoyens. Son histoire les touchait, en particulier Madden et Coic. Ses collègues et amis de longue date ne pouvaient pas s'empêcher de penser à sa mort tragique. Ils s'acharnèrent sur cette enquête, travaillant même en surtemps pour tenter de la résoudre. Au moment où j'ai été assigné à cette enquête, ma propre fille avait 17 ans. Le détective Madden était de son côté père de 2 adolescentes. Nous sommes donc tous deux intéressés personnellement à cette enquête. En fait, cela prenait presque tout notre temps. Souvent, nous discutions de l'affaire même le soir au téléphone à partir de chez nous. Lorsque Stephen Mondock prépara le corps pour l'enterrement, le soutien de la population fut encore plus grand. Des fleuristes nous ont donné des fleurs et des coiffeurs ont appelé pour offrir de la coiffer. D'autres gens voulaient donner des vêtements. Des pasteurs nous ont offert d'officier la cérémonie. J'ai eu des appels d'entreprises de cercueils et de caveaux. Le cimetière où elle devait être enterrée était un site magnifique au pied d'une montagne, où poussent des fleurs sauvages. La pierre tombale nous a été donnée. La participation massive de la population nous a étonnés. Plus d'1 mois après la découverte du corps de la victime, il était maintenant temps de l'enterrer. Non seulement la population voulait mettre cette tragédie derrière elle, mais de plus le corps ne pouvait plus être conservé très longtemps. Mais Madden avait encore besoin d'un peu de temps. La dernière chose que notre service de police désirait était de laisser aller ce corps. En d'autres mots, nous refusions de le laisser enterrer avant d'avoir identifié la victime. L'enquête eut alors un coup de chance. Un des policiers du bureau du shérif du Maine avait reçu l'information à propos de la jeune femme.
Il était incapable de reconnaître le visage, mais il avait appelé à l'un des numéros écrits sur la paume de sa main sans rien savoir de la personne qui lui répondrait. Il parla à un certain Mark Rosenberg, un orienteur pédagogique dans une école de la région. Cela semblait prometteur compte tenu de l'âge de la victime. Un détective rendit visite à Rosenberg. Lorsque le détective lui montra la photo de la jeune fille, il la reconnut immédiatement. Son nom avait déjà une sonorité familière. Elle s'appelait Dawn. Dawn Marie Birnbaum. Stephen Mondock lui avait trouvé le nom de Spring Dawn. La coïncidence était troublante. J'étais en état de choc, abasourdi même. C'était un hasard si étrange, mais tout tombait pile. Après tout, la victime faisait maintenant partie de la population. Dawn fréquentait une école pour jeunes en difficulté. Elle rejetait toute forme d'autorité depuis le divorce de ses parents. En Indiana, où sa mère vivait encore, elle avait vécu dans des dizaines de foyers d'où elle fuguait la plupart du temps. Mais à cette école spécialisée, elle avait enfin trouvé quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, son orienteur, M. Rosenberg. Au cours de la conversation téléphonique entre M. Rosenberg et Dawn, la standardiste interrompait la conversation sans arrêt pour dire à Dawn d'insérer de nouvelles pièces de monnaie. Comme le minutage autorisé approchait de sa limite, Rosenberg a demandé à Dawn de le rappeler pour lui dire qu'elle était en sécurité. Elle lui a promis de le faire. Il lui a alors donné son numéro de téléphone privé qu'elle a noté sur la paume de sa main. Elle voulait le rappeler, mais elle n'en a pas eu la chance. L'école fit parvenir le dossier dentaire de Dawn à la police de Pennsylvanie, où les dentistes judiciaires comparèrent les radios à celles prises à la morgue. Les résultats furent positifs. C'était un point tournant de l'enquête. Le FBI a alors classé l'affaire dans la catégorie des enquêtes d'enlèvement. Cette jeune fille, trouvée au cœur de la Pennsylvanie sur un banc de neige, se trouvait dans l'État du Maine quelques jours plus tôt. C'était donc une enquête qui impliquait plusieurs États. Les enquêteurs ciblèrent le Maine, où Dawn avait été vue pour la dernière fois en vie. Des agents de la police d'État du Maine interrogèrent les amis de Dawn, notamment Heidi Hansen. Heidi leur apprit que l'année précédente, Dawn avait voyagé en stop avec un camionneur et qu'elle était partie de nouveau avec l'intention de le rejoindre. L'année précédente, Dawn et Mandy Gray, une autre de ses amies, avaient fait une fugue avec un camionneur du nom de John Hoffpower. Ils avaient déposé Mandy chez elle, en Géorgie, et poursuivi leur route. Dawn et le camionneur étaient alors tombés amoureux l'un de l'autre. Au fil des semaines, leur relation se développa. Hoffpower avait même emmené Dawn chez lui pour la présenter à sa grand-mère. Ils avaient continué de voyager ensemble un peu partout selon les itinéraires de travail de Hoffpower. Personne ne savait exactement où ils étaient allés ou ce qu'ils avaient pu faire, mais Dawn parlait toujours affectueusement de Hoffpower. Ils aimaient être ensemble et Hoffpower la traitait avec respect. Cela semblait même être l'un des rares moments de bonheur de Dawn. Puis, environ un mois après sa fugue, la police fit arrêter le camion de Hoffpower lors d'une vérification de routine. L'agent demanda à Dawn de descendre. Elle obtempéra. En introduisant son numéro de permis dans la base de données, l'agent obtint un avis de personne disparue qui provenait de son école. L'agent demanda à Dawn de l'accompagner, mais quand il tenta de la séparer de Hoffpower, elle le supplia de laisser tomber. L'agent refusa. Il la ramena à son école. Depuis cet épisode, son comportement était redevenu normal. Elle devait obtenir son diplôme quelques mois plus tard. Mais son destin en déciderait autrement.
Il semble bien qu'Hoffpower était toujours amoureux d'elle, et peut-être même elle aussi de lui. Elle ne l'avait pas revu depuis leur escapade, mais il avait tenté à maintes reprises de lui rendre visite à l'école. Chaque fois, les gardiens de sécurité lui en refusaient l'accès. Dawn n'avait pas eu de ses nouvelles depuis un bon moment. Elle confia à ses amis qu'elle avait l'intention de retrouver Hoffpower et de reprendre la route avec lui. Au cours de la soirée du dimanche 21 mars, soit 3 jours avant qu'on la retrouve morte, Dawn sortit furtivement d'un cinéma. Elle dit à son amie Heidi qu'elle comptait se rendre jusqu'au relais de camionneurs de Dysart à Bangor, dans le Maine, où elle espérait rencontrer Hoffpower. Hoffpower était maintenant le suspect principal puisque la victime devait le rencontrer. L'agent Cohick tenta de le retracer. Apparemment, il vivait au Mississippi. Mais il ne le retrouva pas. Sa parente la plus proche était sa grand-mère. Elle vivait à Emory, au Mississippi. Elle accueillit les policiers chez elle. Elle avait élevé Hoffpower comme si c'était son propre fils. Ils étaient très attachés l'un à l'autre. Peu importe où il se trouvait, il l'appelait presque tous les jours. Il lui avait même présenté Dawn. Les agents informèrent alors la vieille dame de la mort violente de Dawn. Elle fut terrassée par la nouvelle. Puis elle leur dit qu'elle avait une nouvelle tragique à leur annoncer elle aussi. Depuis septembre, c'est-à-dire 7 mois avant le meurtre de Dawn, son petit-fils avait cessé de l'appeler. Il ne travaillait plus sur la route et ne prenait pas soin de ses animaux domestiques non plus. Il avait laissé son porte-monnaie chez elle avant de disparaître. Elle était convaincue qu'il était mort, même si on n'avait jamais retrouvé son corps. On avait retrouvé sa voiture criblée de balles. Nous avions de bonnes raisons de croire qu'il s'était retrouvé en travers de la route d'individus violents et qu'on l'avait tué. Les agents apprirent que sa voiture avait été trouvée en septembre 1992, à quelques kilomètres seulement de sa maison au Mississippi, 7 mois avant la mort de Dawn. Par un étrange hasard, la disparition de Hoffpower avait conduit à la mort de Dawn. Si Hoffpower s'était trouvé au relais de Dysart, Dawn serait encore en vie. Leur liaison semblait marquée par le destin et elle se termina par une double tragédie. Dans l'affaire entourant le meurtre de Dawn Murray Birnbaum, la piste la plus prometteuse des enquêteurs s'était révélée être une impasse. Encore une fois, ils se retrouvaient sans suspect. Suite à une information donnée par une amie de Dawn, l'agent Cohick et le détective Madden se rendirent au relais de camionneurs de Dysart, où Dawn prévoyait se rendre. Ils montrèrent sa photo à la caissière qui se rappela l'avoir aperçue en train de téléphoner quelques semaines plus tôt. De toute évidence, c'était de cet endroit que Dawn avait effectué ses derniers appels. Le guichet de la caissière où les camionneurs réglaient leurs notes de carburant n'était qu'à 5 mètres des téléphones publics d'où Dawn téléphonait chez elle et à son école. Il n'était pas difficile d'imaginer qu'elle ait effectivement pu rencontrer un camionneur à cet endroit. L'agent Cohick obtint un mandat d'un grand jury fédéral pour qu'on lui remette les relevés téléphoniques. Les gens que Dawn avait appelés sauraient peut-être où elle prévoyait aller et avec qui elle était partie. Les relevés indiquaient que Dawn avait appelé son orienteur pédagogique, Mark Rosenberg. On constata également qu'elle avait appelé d'autres amis. Son dernier appel semblait être celui fait à Mandy Gray à 10 h du matin. Mandy était l'amie qui avait voyagé avec Dawn et Hoffpower l'année précédente. Un agent de l'État rendit visite à Mandy chez elle en Géorgie. Elle lui confirma que Dawn l'avait bien appelé du relais de camionneurs de Dysart. Elle s'était rendue là avec un routier sympathique qui, à l'arrivée au relais, lui avait même donné de l'argent pour qu'elle puisse manger.
Mandy déclara que son amie était déçue de ne pas trouver Hoffpower au relais. Elle ne savait pas à qui s'adresser ni où aller. Si elle se rendait en Indiana où sa mère vivait, elle craignait que les autorités ne se mettent à sa recherche. À partir de la conversation entre Dawn et son ami en Géorgie, le détective Madden et moi-même en avons déduit qu'elle avait sans doute trouvé un camionneur au relais de Dysart. À ce stade-ci, notre meilleure option était de tenter d'identifier qui avait pu s'arrêter là au cours de ces quelques jours. J'ai alors obtenu le mandat d'un grand jury m'autorisant à examiner tous les reçus de vente de ce relais au cours des 4 jours qui encadraient le moment où Dawn avait été vue là pour la dernière fois. Pendant ce temps, le détective Madden obtint les reçus des 3 autres relais les plus près de l'endroit où le corps de Dawn avait été découvert en Pennsylvanie. Il espérait que la personne qui avait conduit Dawn avait acheté du carburant aux 2 endroits. C'était possible, même si c'était peu probable. La distance entre Bangor et Bellefonte n'est que de 1000 km. Le réservoir à essence d'un poids lourd peut facilement lui permettre de parcourir plus de 2400 km. Même si les chances de Cohic et Madden étaient minces, ils commencèrent tout de même la fastidieuse tâche d'examiner les milliers de reçus de carburant un à un. Au cours des 4 semaines suivantes, j'ai compilé les reçus du Maine et de la Pennsylvanie et je me suis retrouvé avec 2 listes séparées. Je les ai ensuite comparées ensemble et j'ai remarqué qu'un seul nom se retrouvait sur les 2 listes qui en totalisaient pourtant plusieurs milliers. Le nom du camionneur était James Robert Cruz. Ce dernier avait acheté du carburant le 22 mars au relais de camionneurs de Dysart, au moment même où Dawn parlait au téléphone à seulement 5 mètres de là. 3 jours plus tard, il avait refait le plein à Milesburg, en Pennsylvanie, quelques heures avant la découverte du corps de Dawn dans le même secteur. C'était capital pour notre enquête. Ce suspect se trouvait à Bangor au même moment que Dawn et il était au centre de la Pennsylvanie, à peu près au moment où son corps a été retrouvé. Les reçus indiquaient que James Robert Cruz travaillait pour une entreprise de camionnage de l'Ohio. Suite à l'appel de l'agent Cohic, le gérant vérifia les achats effectués par carte de crédit. Cruz conduisait le camion numéro 44 et son itinéraire n'était pas en conflit avec les faits entourant le meurtre. J'ai vérifié ses antécédents criminels pour découvrir que son dossier était plutôt chargé. Lors de son service militaire, il a été jugé coupable de tentative de meurtre par strangulation et il a purgé sa sentence pour ce crime à Fort Leavenworth. Son dossier de l'armée contenait un autre élément clé. Son groupe sanguin était A positif, le même que celui de l'individu qui avait laissé du sperme sur le corps de Dawn. Les enquêteurs semblaient refermer inexorablement le filet autour de leur suspect. Il ne nous restait plus qu'un seul élément pour tenter de déterminer s'il était responsable de ce meurtre. Nous devions examiner les pneus de son camion. À la demande de Cohic, un agent du FBI de l'Ohio examina les pneus du camion 44 pendant que Cruz était sur la route avec un autre véhicule. Les pneus étaient des Michelin, modèle XD1 à profil bas, un modèle plutôt rare. Au laboratoire d'État de la Pennsylvanie, un expert chercha les caractéristiques communes entre ce pneu et le moulage de l'empreinte prise près du corps de Dawn. Il compara le moulage aux photographies détaillées de son guide de référence. Ils étaient parfaitement identiques. C'était un indice incriminant de plus. Les pneus étaient les mêmes, ainsi que le groupe sanguin. Nous disposions des reçus de carburant. À cette étape-ci, selon le procureur de l'État, nous en avions assez pour obtenir un mandat nous autorisant à fouiller le camion du suspect et peut-être même avoir des échantillons de son sang et de ses cheveux pour comparer son code génétique.
Cruz était de nouveau sur la route avec un autre camion quand les techniciens du FBI chargés de recueillir les indices examinèrent le camion numéro 44. Si Don s'était effectivement trouvé dans ce véhicule, cela faisait maintenant plus de 2 mois. Les enquêteurs avaient peu d'espoir de trouver quelque chose après tout ce temps. Le fait que le camion était d'une propreté méticuleuse ne les rendait pas optimistes. Les recherches ont exigé presque toute une journée. C'était des recherches exhaustives. Nous avons fouillé le camion en entier. En tout, nous avons pris 300 photos. Malheureusement, les experts ne trouvaient rien de prometteur. Un technicien s'apprêtait à déclarer les fouilles terminées quand quelque chose attira l'attention de Cohic. J'ai examiné la portière de droite et j'ai remarqué au bas un bout de moquette. En l'examinant attentivement, j'ai trouvé un cheveu blond mêlé aux fibres de la moquette. Cela semblait plutôt incroyable, et pourtant ce cheveu était bien là, comme si Don refusait que les policiers abandonnent la partie. Le cheveu fut envoyé au laboratoire du FBI pour analyse. Je me disais que ce serait trop beau pour être vrai s'il s'avérait que ce soit un cheveu de Don. Il ne restait plus aux enquêteurs qu'à attendre le retour de Cruz. Ils l'informèrent qu'il cherchait une jeune fugueuse qui avait été aperçue pour la dernière fois dans un relais de camionneurs à Bangor, dans le Maine. Pour éviter qu'il se méfie, ils lui dirent qu'il faisait partie des nombreux camionneurs qu'ils interrogeaient. Ils demandèrent à Cruz de leur montrer ce qu'il avait noté dans son carnet de route pour les jours en question. La loi oblige les camionneurs à remplir un tel carnet pour s'assurer qu'ils évitent de conduire pendant trop d'heures consécutives. Cruz leur confia qu'il falsifiait son carnet. Les camionneurs ont l'habitude d'agir ainsi pour demeurer à l'intérieur des limites légales. Les relevés de Cruz semblaient toutefois avoir été modifiés de façon ponctuelle. Comme par hasard, les changements avaient été apportés dans le carnet lorsqu'il avait acheté du carburant en Pennsylvanie et également à Dysart. En réponse aux questions, Cruz décrivit calmement son itinéraire. Quand on lui demanda s'il avait fait le plein à Bangor et en Pennsylvanie, il répondit qu'il n'y avait pas été obligé. Le réservoir était assez gros pour faire tout le trajet sans mettre de carburant. Je lui ai ensuite dit que j'avais en ma possession un reçu de carburant qui prouvait qu'il avait bien fait le plein le mercredi matin. Il s'est tu pendant quelques instants, puis il m'a dit qu'il s'en souvenait maintenant que je le mentionnais, parce qu'au relais routier de Milesburg, il pouvait prendre une douche gratuitement. Quand je lui ai demandé pourquoi il l'avait oublié, il m'a répondu qu'il n'avait pas d'explication. Les détectives montrèrent ensuite une photo de Don au suspect. Nous lui avons demandé s'il avait déjà vu la victime. Il nous a répondu calmement qu'il ne l'avait jamais vue de toute sa vie. Les enquêteurs l'informèrent qu'il disposait d'indices très incriminants contre lui. Les téléphones de Don à Bangor, effectués au même moment que son arrêt au relais, les pneus de son camion qui étaient identiques aux empreintes de la scène du crime, ainsi que le groupe sanguin qui correspondait au sperme trouvé sur le corps de la victime. Il répondit qu'il ne s'agissait que d'une pure coïncidence. Cruz demeura aimable, même lorsque les enquêteurs lui présentèrent un mandat l'obligeant à donner des échantillons de ses cheveux et de son sang. Ils apprendraient par la suite des psychologues du FBI qu'un calme excessif est parfois la façon qu'a le criminel de cacher sa culpabilité. Le 6 septembre, les résultats des analyses des échantillons prouvèrent qu'il ne s'était pas trompé. Le code génétique de Cruz était le même que celui du meurtrier de Don. Grâce à ces preuves, les agents obtinrent du gouvernement fédéral l'autorisation de faire arrêter James Robert Cruz.
le FBI et la police d'État de Pennsylvanie avaient identifié l'homme qui avait brutalement violé et assassiné une jeune femme. Le 8 septembre 1993, l'agent Cohick et le détective Madden arrêtèrent James Robert Cruz au moment où ce dernier rentrait d'un autre voyage. Lors de son arrestation, l'attitude de Cruz changea du tout au tout. Son comportement lors de son arrestation différait considérablement de celui qu'il avait eu lors du premier interrogatoire. Il n'était plus calme et posé comme il l'avait été au début. Cette fois-ci, il était au contraire menaçant et très agressif envers l'agent Cohick et moi-même. L'arrestation de Cruz était en quelque sorte une ultime récompense pour ces enquêteurs qui voulaient tant retrouver le meurtrier de Don. Seulement 6 mois plus tôt, les détectives ne disposaient que d'un corps anonyme, abandonné dans la neige près de l'autoroute. Cruz fut accusé de meurtre au premier, au second et au troisième degré, de viol, d'enlèvement, ainsi que de tentative illégale d'échapper à sa condamnation. Pour Dawn, le cauchemar avait commencé comme une aventure. Le dimanche 21 mars, elle a quitté son amie Heidi au cinéma près de son école de Grand Springs dans le Maine. Elle a pris la route vers Bangor, où elle espérait rencontrer John Hoffpower. Un camionneur amical l'a fait monter à bord de son véhicule. Dawn n'avait pas de nouvelles de John depuis plusieurs mois et elle avait très hâte de le revoir. Mais à sa grande déception, il n'était pas là. Elle ne pouvait pas savoir qu'il était présumé mort suite à sa disparition. Elle était cependant sur le point de rencontrer un sinistre individu, James Robert Cruz. Dawn a passé la journée du 22 mars à faire des appels à partir du relais de camionneurs de Dysart à Bangor. Elle a appelé des amis pour les rassurer. Elle a également appelé son orienteur pédagogique Mark Rosenberg pour lui dire qu'elle avait fait une fugue, mais qu'elle se portait bien. Elle lui a promis de le rappeler au cours de la soirée. Elle a noté ses numéros de téléphone dans le creux de sa main pour ne pas les perdre. Quand James Robert Cruz a réglé sa note de carburant, il a aperçu Dawn au téléphone. Elle n'était qu'à 5 mètres de la caisse enregistreuse. Cruz a signé le reçu de carte de crédit de son employeur de l'Ohio. Il n'a pas eu à se faire prier pour accepter de faire monter la jeune fille à bord de son camion. Ils ont pris la direction du sud. Au procès, la poursuite a reconstitué les événements qui ont conduit à la mort de Dawn Birnbaum. Elle ignorait tout du danger qu'elle courait. Les heures passées en compagnie de James Robert Cruz étaient les dernières de sa vie. Au moment où Dawn se préparait pour la nuit, Cruz était bien éveillé. Il était occupé à falsifier son carnet de route.
Dawn devait rapidement se rendre compte qu'elle était prisonnière d'un prédateur sexuel. Tard dans la soirée du 23 mars, Cruz l'a violée et l'a étranglée, sans doute dans la partie du camion qui lui servait de cabine pour la nuit. Plus tard, après avoir fait le plein d'essence en Pennsylvanie, il a détaché la remorque. Il est parti à la recherche d'un endroit pour se débarrasser du corps de Dawn. Cruz a emprunté une route secondaire de Pennsylvanie, pressé de laisser le corps de sa victime. Aux premières heures du 24 mars, il s'est rangé le long d'une route. Il a alors jeté le corps de Dawn sur la neige, près d'une sortie de l'autoroute. Cruz était sans doute convaincu qu'on ne l'arrêterait jamais. Sans le dévouement des enquêteurs, les analyses judiciaires sophistiquées et une bonne dose de chance, il aurait facilement pu échapper à une condamnation. L'avocat du procureur Ray Gricar était assigné à cette affaire. Une des choses sur laquelle je voulais insister devant le jury, c'était le fait que Dawn avait mis longtemps avant de mourir des mains de Cruz. Le médecin légiste a confirmé qu'il s'est écoulé 4 minutes entre le moment où le meurtrier lui a passé la corde autour du cou et sa mort. L'approche de Gricar porta fruit. Le 14 juin, après 14 heures de délibération, le jury trouva James Robert Cruz coupable de meurtre au premier degré. Le juge condamna Cruz à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est présentement incarcéré à la prison à sécurité maximale de Greene County en Pennsylvanie. Au début de cette enquête, nous n'avions qu'une jeune fille abandonnée sur un banc de neige, victime d'une mort atroce. Elle n'avait aucune pièce d'identité. Les détectives de la plupart des services de police croyaient bien qu'on ne découvrirait jamais qui elle était, et encore moins qu'on retrouverait son meurtrier et qu'on le ferait condamner. Coic et Madden ont peut-être rendu un plus grand service à la société qu'ils ne l'imaginent. Au moment de l'arrestation, les médias se sont beaucoup intéressés à James Cruz, particulièrement à cause du fait qu'en Ohio, son état natal, on avait retrouvé quantité de jeunes filles mortes près des autoroutes au cours des 2 années précédentes. Ces jeunes filles avaient été ligotées et abandonnées près de sorties d'autoroute. Une recherche dans notre base de données nous a d'ailleurs permis de constater que depuis les 10 dernières années, environ 600 jeunes femmes ont été retrouvées au bord d'autoroute et qu'elles ont été tuées dans des conditions semblables. Nous n'avons pas pu prouver que Cruz était impliqué dans ces meurtres.
Nous savons cependant qu'après son arrestation, les meurtres de cette nature ont cessé en Ohio. Dawn Birnbaum peut maintenant reposer en paix. La population de Bellefonte se souviendra toujours d'elle, du meurtrier qui lui a enlevé la vie et qui, du même coup, a changé la leur pour toujours.